solidaire européenne de demain. Et j'invite à participer Nathalie Colin-Osterlé, Antoine Flahaux, Philippe Juvin, François Krabanski, Véronique Trier-Lenoir et Sandy Tubeuf. Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Vous êtes 5 en télétransmission et 1 sur le plateau. Donc bonjour et bienvenue à Cham 2020. Bonjour. 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 Alors l'économie... Bonjour. Tout le monde est connecté. On y va. L'économie sociale et solidaire associe l'efficacité des moyens techniques mis à disposition à leur égalité d'accès. La santé est donc, si on regarde, la plus belle des économies solidaires. Et je voudrais qu'on revienne sur plusieurs thématiques de solidarité que nous avons abordées, notamment avec le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. Je répète, la présidence de la Commission européenne, dans son discours de l'Union, a plaidé pour une plus grande, avec grande conviction, pour plus d'Europe de la santé, notamment afin de prévenir et de traiter de façon communautaire les crises sanitaires. Il y a 2 ans, lors d'un CHAM, nous avions dit qu'il faut créer le GIGS, le groupement d'intervention et de gestion sanitaire européen, comme le GIGN des gendarmes. 200 ou 300 spécialistes formés à l'irradiation, aux épidémies, aux accidents industriels, aux accidents agroalimentaires et autres, capables dans l'heure de se rendre sur les lieux pour aller analyser la situation et éclairer le politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Oui, Nathalie. Nathalie Colin-Osterlé. Vous nous entendez? Je suis désolée, j'ai une mauvaise connexion, je ne vous ai pas entendu. La question, vous ne l'avez pas entendue? Vous n'avez pas entendu la question? Je suis désolée, non. Non, c'était pour savoir ce que vous pensiez d'un groupe d'intervention sanitaire comme le GIGN français en gendarmerie pour aller éclairer la situation de crise, qu'il s'agisse d'une pandémie, d'un accident, d'un Tchernobyl, d'une vache folle ou du concombre espagnol qui était en fait venu d'une ferme bio-allemande. Donc comment fait-on en Europe pour essayer d'arriver à régler ces crises? Alors, si vous voulez, moi, je viens justement je suis l'auteur d'un rapport qui concerne... Vous m'entendez bien, là? Oui, très bien. Je suis donc l'auteur d'un rapport qui vient d'être voté au Parlement européen sur les pénuries de médicaments, où justement, nous demandons davantage de moyens sur la santé, bien sûr, mais également davantage de coordination et de coopération entre États membres pour avoir une vraie force de frappe, si je puis dire, dans ces cas de pandémie, où on a vu justement l'importance de retrouver une souveraineté européenne. Et effectivement, même si la santé est bien une compétence nationale, il appartient à l'Union européenne de coordonner, de compléter les actions nationales afin de garantir aux citoyens européens une politique de sanitaire de qualité. Donc, bien sûr, davantage de moyens sont nécessaires et davantage de coopération, de coordination et d'harmonisation des politiques. Donc vous allez pousser au Parlement européen ce type de proposition. Est-ce que Véronique Trier-Lenoir est sur le même point de vue? Tout à fait. J'ajouterais simplement 2 choses par rapport à ce que vient de dire ma collègue Nathalie, que je salue. La première, c'est que ce dispositif, en fait, il existait déjà. Et c'est celui qui a été activé tardivement, maladroitement, de manière désordonnée, au tout début de la crise. Il y a un corps européen de santé. Il y a un mécanisme de protection civile qui permet du transfert de marchandises, de professionnels et de patients. Ce sont des mécanismes qui avaient été pensés de manière naïve, voire même un peu arrogante, pour aller porter de l'aide à des pays tiers extra-européens. Ils ont donc été activés dans l'urgence absolue, mais avec une certaine réussite malgré tout, pour régler un problème interne à l'espace schengen et mettre en œuvre non pas une solidarité extra-européenne, mais une solidarité intra-européenne. Deuxième remarque, oui, bien sûr, le Parlement porte cette solidarité et cette coordination. Il l'a fait très tôt. Il l'a fait dès sa première résolution du mois d'avril 2017.
d'avril 2020, où il a voté unanimement, avec une large majorité, un mécanisme européen de réponse sanitaire qui intègre en effet, comme l'a dit Nathalie, des aspects médicamenteux, mais qui intègre également les mécanismes de préparation aux crises, quelles qu'elles soient, vous avez raison, Guy, pas seulement infectieuses, environnementales, toxiques, alimentaires. Il prévoit le renforcement du mécanisme du corps européen. Donc, les outils sont là, et comme l'a très justement dit le ministre, ce qui manque, c'est une structure, entre guillemets, j'espère avoir l'occasion de rediscuter avec lui de ce qu'il entend derrière cette structure, qui soit capable d'activer, de coordonner et de rendre tout ça efficient. Eh bien, donc c'est bien le GIGS qu'il faut lancer. Philippe Juvin voudrait intervenir. Alors d'abord, dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne, à l'article 168, c'est prévu. L'Union a des compétences en matière de santé et en matière en particulier de lutte contre les grandes épidémies. Donc on ne va pas réinventer des choses qui existent. La question clé, c'est quoi? C'est que la politique, c'est un art d'exécution. C'est facile d'imaginer de grands principes, des structures, des usines à gaz. Le vrai sujet, c'est comment on le met en œuvre. Et pardonnez-moi, moi j'ai été 10 ans député européen, j'ai vu passer, non pas 10 fois, mais presque, des résolutions sur l'Europe de la santé, sur des grands machins qui permettraient d'agir rapidement, etc. Michel Barnier, en 2006, vous voyez, c'est pas d'hier, a fait un rapport très intéressant sur la protection civile européenne. Donc il y a des choses qui sont faites. La vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on bavarde, on vote des résolutions, mais pourquoi ça n'avance pas réellement? Quand les Belges ont été attaqués lors des attentats, 100% de leurs capacités hospitalières ont été occupées. Ça signifie qu'ils auraient eu un deuxième attentat, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas agir plus, ils n'avaient pas de capacité, donc ils auraient eu besoin de transférer. Et évidemment, comment on fait? Donc la vraie question, c'est comment on fait. Moi, je crois que l'Union, si elle veut avancer, elle doit avancer par réalisation concrète. Et il y a une proposition qui avait été portée il y a un an, qui pourrait être reprise, et qui consistait, pour remplir la mission que Guy Valencien imaginait, d'affréter 4 ou 5 trains pré-positionnés partout dans l'Union européenne, des trains sanitaires qu'on équiperait, qu'on fermerait à clé pendant le temps où on ne les occupe pas, et le jour où on a un problème, eh bien, on les affrète parce que le train, ça va partout en Europe, et là, on peut répondre à des crises. Donc le vrai sujet, ce n'est pas d'imaginer des concepts, ils existent. On l'a fait 1000 fois. C'est en pratique, comment fait-on? Et c'est pour ça que je crois qu'il faut maintenant se concentrer sur des petites, en réalité qui ne le sont pas, réalisations concrètes. C'est comme ça que l'Union peut avancer. Je comprends. Mais est-il si difficile d'avoir ce groupe de 200 ou 300 spécialistes des différents items dont j'ai parlé, qui pourraient, dans l'heure, être appelés à se réunir pour aller sur place, évaluer les dégâts et guider le politique dans ses décisions d'urgence, avec des répétitions à la limite, comme le font les militaires, comme le font le GIGN régulièrement, être entraînés à ce genre de choses. Ça doit être quand même possible en Europe, je suppose. Qui voudrait intervenir? Vous avez raison, c'est possible. Oui, François Krabanski. Qui est très intéressante. Il y a quelque chose qui a été soulevé puisqu'on parle de santé et d'intervention en santé et des moyens. Savez-vous qu'aujourd'hui, en France et a priori en Europe, on met la quasi-totalité de nos moyens sur ce qui impacte 25% de la santé des citoyens. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Il y a une étude qui a été menée au Canada sur les facteurs influençant la santé. Et le système de soins, donc la prise en charge de soins médicales, impacte 25% de la santé. Alors que l'environnement économique, social et environnemental aurait un impact sur 60% de la santé. Donc une fois qu'on a dit ça, et qu'on parle de dispositifs concrets, je pense que pour réaliser tout ça, il faut avoir une certaine culture, et pour ça, 2 choses. La première, c'est, on parle souvent de la prévention, c'est très bien, il faut continuer à y aller, mais si on investit sur la prévention aujourd'hui, on prend déjà un wagon de retard. Il faut tout de suite aller au cran du dessus, qui est la promotion de la santé. La promotion de la santé, c'est quoi? C'est ce qui permet aux citoyens d'être autonomes vis-à-vis de leur santé, donc c'est-à-dire de pouvoir faire les choix d'adopter des comportements favorables pour leur santé et de savoir comment réagir si jamais ils sont sur une situation sanitaire, de maladie, etc.
D'accord. Aujourd'hui, les comportements, ça impacte 37%, une autre étude suisse, 37% de la santé, alors que le soin, 11%. Et la deuxième chose la plus importante, évidemment, que je porte, c'est d'être, alors en France, une nation de santé publique, mais encore mieux si on pouvait être une Europe de la santé publique. Et si à ça, donc évidemment, alors, contrairement à ce que j'entends souvent, la santé publique, ce n'est pas tout ce qui ne contient pas le soin dans la santé. Évidemment, le soin en fait partie, et ce type d'intervention l'illustre parfaitement bien. Mais c'est aussi l'économie, la solidarité, l'environnement, l'habitat, le transport, etc. Donc, ayons cette approche de santé publique, et on pourra mettre en œuvre de façon beaucoup plus concrète, dans un cadre qui sera une visibilité partagée, ce type d'action. D'accord. Antoine Flahault, un avis ? Sur cette task force dont tu parles, on peut dire que le conseil scientifique pour la pandémie du Covid joue ce rôle. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une équipe de GIGN qui intervient sur place, mais il faut surtout, à mon avis, avoir une équipe très interdisciplinaire, indépendante, et qui peut avoir une réflexion en profondeur. Et pas, il ne s'agit pas uniquement, enfin, tout dépend peut-être de quoi nous parlons, mais quand il s'agit d'une catastrophe sanitaire du type de celle que nous vivons actuellement, ou d'une très grosse épidémie qui émerge, la réflexion conjointe de plusieurs disciplines, voire de plusieurs secteurs, pas simplement académiques, de plusieurs secteurs d'activité du pays, d'avoir des gens du secteur privé, d'avoir des gens du secteur de la société civile, d'avoir des politiques qui conjointement réfléchissent à la difficulté du problème, c'est à mon avis absolument capital. L'autre réflexion que j'avais, c'était que ce soit l'Europe, d'abord, c'est étonnant que personne n'ait mentionné l'ECDC. On a un European Center for Disease Control en Europe. Absolument. Il était basé à Stockholm. Et en réalité, les pays européens ne donnent pas tous les pouvoirs en cas d'urgence sanitaire à cette ECDC. Un petit peu comme d'ailleurs pour l'OMS. On se plaint toujours que l'OMS ne coordonne pas, mais on ne donne pas la baguette au chef d'orchestre. On ne veut surtout pas qu'il nous coordonne. Il faut bien comprendre que les États européens sont jaloux de leurs prérogatives nationales et qu'ils ne veulent surtout pas qu'on empiète trop sur ces prérogatives en donnant des pouvoirs qui seraient exorbitants à un centre qui serait l'ECDC et qui débarquerait chez vous pour faire une évaluation indépendante, pour éventuellement d'ailleurs vous critiquer je ne sais quelle politique locale qui ne serait pas adaptée. Donc il faut savoir ce que l'on veut, mais si les États européens voulaient en effet avoir une vraie coordination européenne de leur santé, au moins en cas d'urgence, bien, il faudrait qu'ils en donnent les pouvoirs à l'ECDC, par exemple. Au Centre européen de contrôle des maladies, bien sûr. Mais c'est ce qu'a dit, je crois, Mme von der Leyen. Elle a insisté sur le renforcement de l'ECDC. Et elle a aussi poussé les feux, et c'est bien, de la création d'une autorité de recherche du type de la BARDA américaine, la Biomedical Advanced Research and Development Authority. Est-ce que c'est une bonne idée de rajouter encore une autorité de ce type, ou est-ce qu'il faut l'intégrer dans le CDC? Quel est votre avis là-dessus? Qui a un avis là-dessus? Si je peux intervenir? Oui. Oui, simplement oui. Pour revenir un petit peu sur ce que j'entends. Je ne crois pas que nous soyons dans les concepts, je reprends ce que disait Philippe Juvin. Justement, nous avons essayé d'être sur des propositions extrêmement concrètes au niveau européen. Vous parliez des agences. Une des propositions, c'est justement de renforcer le rôle des agences. Mais après, vous avez raison, c'est une question de volonté des États membres. Et ça dépasse un petit peu quand même le Parlement. Il y a des propositions extrêmement concrètes qui ont été faites, que ce soit d'ailleurs par ma collègue Véronique Trier-Lenoir ou moi-même, notamment sur cette réserve stratégique, vous en avez parlé, cette pharmacie européenne d'urgence que l'on pourrait mettre en place, sur des choses extrêmement concrètes pour retrouver notre souveraineté avec une autorité régulatrice qui serait davantage l'Agence européenne du médicament d'ailleurs, que ce soit pour réguler les stocks dans les États membres ou pour assurer une plus grande transparence de la chaîne de distribution. Enfin, je veux dire que ce n'est pas un catalogue de bonnes intentions que nous avons essayé de faire, mais vraiment de mettre sur la table des propositions extrêmement concrètes avec notamment la création d'un ou plusieurs établissements
européens pharmaceutiques à but non lucratif qui sont en capacité de produire ce que les laboratoires ne jugent plus rentable. Voilà, je voulais dire, donc on n'était pas dans le conceptuel, mais bien dans les propositions extrêmement concrètes. Oui, Philippe. Oui. Alors, deux choses. Philippe et Véronique ensuite. Enfin, d'abord, toute proposition du Parlement, si elle n'est pas reprise par les États membres, de toute façon, ça ne marche pas. Donc c'est ça le vrai sujet. Donc on peut faire une liste de bonne volonté, et ça fait des années que c'est fait, c'est ça que je veux vous dire. Et la réalité, c'est que je regarde ce qui sort. Il faut être pragmatique. Ce qui sort, c'est au fond, en matière pratique, de grandes réalisations comme le CDC, mais quand on commence à demander des trains, la protection civile européenne, ça c'est pas fait, c'est un fait. Le deuxième point, et je rejoins absolument ce qu'a dit très justement Antoine Flahault, sur le fait que les États, en fait, ne veulent pas fournir les données. Et à chaque crise, ça se voit. La vache folle, enfin, ça s'est vu chaque fois, il y a des statistiques qui montrent que les datas ne remontent pas. Et la plus récente, moi je vous invite à regarder le site de la Commission européenne. Quand le Covid, l'épidémie commence, la Commission européenne, que fait-elle? Elle réunit les États membres, réunion technique. Il y a un compte-rendu chaque semaine, 1er janvier, 7 janvier, 14 janvier, vous pouvez le voir sur le site de la Commission. Et dans ces comités techniques, il y a les 27 États membres autour de la table. Et le 31 janvier, elle demande aux États membres, est-ce que vous avez des problèmes d'approvisionnement sur les protections individuelles? Tout le monde sait que tout le monde a eu des problèmes, les 27 États membres. Eh bien, que disent les États? C'est dans le compte-rendu, il n'y a que 4 États sur les 27 qui disent oui, nous avons un problème. Les autres, non, tout ça va, tout va bien. Donc ça montre bien que les États membres ne font pas remonter leurs difficultés parce que, comme le dit Antoine Flahault, ils ne veulent surtout pas qu'on regarde ce qu'il y a chez eux parce que c'est chez moi, je ne veux pas être critiqué, etc. Donc on peut faire on peut voter tout ce qu'on veut au Parlement européen, on peut même voter des points législatifs, des directives, des règlements. Si derrière, les États membres ne jouent pas le rôle et n'implémentent pas les données, eh bien, ça ne marchera pas. Le vrai sujet, il est là. D'accord. Véronique Trillet-Lenoir. Alors, je ne partage pas une certaine forme d'euroscepticisme de Philippe Juvin. Je suis tout à fait en accord avec ce qui a été dit par M. Flahault. Nous avons actuellement des agences sanitaires européennes. Nous en avons beaucoup. Nous n'avons pas que le CDC, nous n'avons pas que l'Agence du médicament. Nous avons aussi, et c'est très important dans le dispositif, une agence de la santé au travail, une agence de la sécurité alimentaire, une agence de la lutte contre les toxicités polluantes environnementales. Autant dire que là encore, les outils sont présents et que l'exercice n'est plus celui de la mise en place d'usines à gaz comme dans les mandats précédents, c'est effectivement celui de l'instauration d'une dynamique portée par le Parlement qui jouera son rôle, qui a l'intention de le jouer. Nous nous y sommes engagés, nous le ferons. Portée par la Commission européenne qui a, comme vous l'avez dit, eu des propos très forts. Et est-ce que je ne viens pas d'entendre un ministre de la Santé d'un des plus importants États membres dire qu'il était favorable à l'intégration, à une certaine forme d'intégration des politiques sanitaires nationales dans un grand ensemble européen? C'est de ça que nous avons besoin, d'augmenter les compétences des agences et donc de la Commission, d'avoir à nos côtés des États membres engagés, peut-être pas tous, vous l'avez vu, vous l'avez dit Guy, mais si on a déjà la France et l'Allemagne, on avancera, et d'avoir le Parlement européen en asticoteur permanent, en représentant des citoyens qui veulent cette Union européenne de la santé et qui, nous nous y engageons, en verront les résultats. Alors j'ai une question d'un des participants. Peut-on s'attendre à ce que les États soient moins attachés à leur souveraineté en matière de santé à l'avenir avec une Europe qui s'intègre de plus en plus, ou est-ce un rêve complètement fou et un délire de pauvre médecin que je suis qui n'y comprend rien? Ce serait une grosse erreur qu'ils ne feront pas. Même des États membres forts comme la France ou comme l'Allemagne ont parfaitement compris que leur souveraineté en matière de médicaments essentiels passerait par une dynamique européenne en réseau dont le rapport de Nathalie Colin-Oesterlé montre toutes les pistes possibles, et c'est
une illusion de croire que sur ce sujet-là, comme un certain nombre d'autres, et j'espère qu'on en parlera, c'est une illusion de croire qu'un État membre puisse à lui seul se suffire à assurer son autonomie sanitaire en produits de santé. Alors, Sandy Tubeuf et ensuite Antoine Flahault. Sandy Tubeuf. Oui, bonjour. Moi, je pense sincèrement que la plupart des pays, en fait, se sont rendus compte qu'à plusieurs, ils étaient plus forts. La France a fait appel à l'aide, en fait, à certains pays par rapport à des patients. Et je pense que la situation qu'on a vue ici, elle s'était jamais présentée auparavant à ce point-là en Europe, mais on était face à une situation d'incertitude où aucun pays ne savait vraiment comment réagir. Et au final, on a tous réagi comme le premier pays, comme l'Italie. On a posé une règle uniforme, par exemple, où les hôpitaux ont décidé d'annuler, par exemple, des soins non essentiels. Et je pense que derrière, il y a les stratégies de résilience que certains pays connaissent bien quand ils ont connu des tremblements de terre, quand ils ont connu, en fait, des catastrophes naturelles. Et là, l'Europe, finalement, a été soumise à une catastrophe qui était plus grande que toutes les autres qu'elle ait connues. Et donc, elle va mettre en place, en fait, nécessairement une solidarité dont vous parliez au début dans votre introduction, puisque je pense qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on a besoin des autres pour être plus fort. J'entends. Philippe, Antoine, tu voulais s'exprimer? Oui, merci. Guy, non, en termes d'espérance de vie, les pays européens de l'Ouest sont à peu près à égalité. En termes d'espérance de vie sans incapacité, il y a plus de 10 ans d'écart entre un pays comme la Suède et un pays comme la France. Si on veut faire une intégration, qu'est-ce que c'est que l'espérance de vie sans incapacité? C'est la capacité d'un pays à amener le plus loin possible dans la vie des gens en très bonne santé, et puis après, à les traiter pour qu'ils aillent jusqu'à la mort bien traités. Bon, c'est quand même bien d'avoir une grande espérance de vie sans incapacité. Mais est-ce qu'on est prêt à cela en France? Il n'y a pas que le secteur de la santé, il y a ce qu'on pourrait appeler les lobbies divers. Moi, je vais prendre deux exemples. L'exemple de l'alcool, ou un exemple pour aller vite peut-être, mais l'exemple de l'alcool. Est-ce que l'on est prêt à adopter le modèle suédois? Vous savez, on dit souvent que les Suédois sont très laxistes. Vous savez comment on achète de l'alcool en Suède? Dans des magasins d'État. La vente d'alcool, elle est nationalisée. Ils avaient un tel problème d'alcool, jugeait-il, qu'ils ont décidé démocratiquement d'avoir une sorte de collectivisme, presque de communisme à la soviétique, puisque aujourd'hui, vous n'achetez de l'alcool que dans des magasins d'État qui sont tristouilles, vous ne pouvez pas acheter d'alcool dans un supermarché. Bien sûr, vous pouvez boire de l'alcool dans un bar. Mais est-ce qu'on est prêt à cela dans un pays qui a un tel lobby d'alcool aussi puissant? Je dis ça parce que la consommation d'alcool, elle est pratiquement 2 fois supérieure en France qu'en Suède. Antoine, tu me vois aller acheter un litre de whisky au commissariat? Et dans les heures ouvrables, et pas le samedi ni le dimanche. François Kramanski. Oui, non, je trouve que ça, c'est justement ce que j'illustrais, c'est-à-dire qu'on peut avoir ce type d'approche, enfin, que moi je qualifie d'extrêmement paternaliste en fait. L'avantage des sujets comme la promotion de la santé qu'il faut vraiment porter, c'est que les personnes sont toujours libres de leur choix. Simplement, elles ont bien intégré les conséquences par rapport à leur santé. Donc, enfin, je ne pense pas que ce soit le genre de solution qu'on souhaiterait avoir en France. Enfin, on est un pays libre, on a vu le confinement, comment c'était compliqué. On a tous envie de se revoir, de fêter les choses. Soyons conscients de l'impact, mais ne soyons pas trop rigides. Pour ce qui est des instances européennes, enfin des différentes agences, alors en effet, il y en a un certain nombre. Comme en France, il y en a un certain nombre, on a réussi à en regrouper certaines. Si on veut une action globale sur la santé, une vraie action de santé publique, il faut avoir une agence globale, en tout cas un guichet unique, ce qui n'empêche pas d'avoir différents secteurs. Mais en tout cas, il faut avoir cette approche globale, sinon ça ne sert à rien. On ne peut pas avoir les maladies infectieuses d'un côté, le médicament de l'autre, une décision qui vient d'un endroit mais qui est décidée puis encore rediscutée. Et il y a une autre chose qui est extrêmement importante à mon sens, c'est attention au centralisme. C'est-à-dire qu'on a déjà des grandes difficultés en France avec des décisions nationales qu'on a énormément de mal à appliquer sur les territoires et on est en train de dire partout qu'il faut redonner de l'autonomie sur les territoires aux acteurs pour qu'ils aient une action qui soit efficace. Alors ne faisons surtout pas la même chose au niveau européen. Il y a un énorme intérêt du niveau européen sur les grandes directives, pour porter les politiques de santé publique. Mais attention au trop concret qui viendrait à contraindre les acteurs et ne pas les laisser faire ce qu'il y a de mieux sur leur territoire, dans leur environnement direct. D'accord. Alors, on va passer à une autre question qui est celle, on y revient, que j'ai posée à Olivier Véran, notre ministre. La solidarité, c'est aussi réduire le gâchis
Et je sais, Antoine Flahault, que tu es très sensible aux données de l'OCDE sur ce 20% en moyenne. Et quand moi j'étais en pratique, c'était plutôt 30 à 40% d'examens différents de biologie, d'imagerie, de ce qu'on veut, d'endoscopie inutile et d'intervention chirurgicale parfois inutile, dans la mesure où la médecine étant de moins en moins invasive, elle se vend de mieux en mieux auprès des malades, et souvent pour des raisons qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc pourrait-on envisager concevoir un schéma d'évaluation européen, dans la mesure où, que je sache, la qualité du résultat d'une ablation de la prostate pour cancer ne doit pas être très différente à Berlin, Paris, Rome, Madrid ou Bruxelles. Pourquoi est-on encore avec des agences nationales qui s'occupent de la qualité, alors qu'on pourrait avoir d'emblée une agence européenne sur le même sujet? Qui veut intervenir? Si, moi je peux pas. Oui, je veux bien. Sandy. Oui, moi je veux bien, puisque moi je suis économiste de la santé, j'ai été économiste de la santé en Angleterre, j'ai beaucoup travaillé avec la HAS en France, maintenant je suis en Belgique. Donc je vois en fait comment fonctionnent toutes les façons de faire les HTA, donc les Health Technology Assessment, donc la façon dont on va évaluer de manière économique et puis aussi de manière d'efficacité en fait un traitement. Et je pense qu'en fait il y a une grande difficulté derrière, alors même que tout le monde essaie d'avoir un cadre de référence similaire, où on va utiliser le même type de données d'essais cliniques, on va essayer d'aller comparer en fait l'efficacité du traitement. Il y a aussi en fait des grosses divergences. L'Angleterre a vraiment décidé, par exemple, de dire combien une année de vie en bonne santé devrait en fait coûter, ou en tout cas ce qu'ils sont prêts à payer par rapport à leur budget. D'autres pays en fait ont beaucoup de mal à donner une valeur en fait monétaire à une année de vie en bonne santé. Donc on a déjà en fait des aspects culturels qui vont être beaucoup plus liés à être capable en fait d'oser dire on paye pour de la santé et voilà ce qu'on peut se permettre de payer parce que notre budget est fermé et que si on dépense trop, c'est de l'argent qu'on a pu faire autre chose. Et la on vous entend deuxième plus. chose, voilà. C'est la négociation. C'est la négociation des prix, où chaque pays veut négocier le tarif et ne veut pas donner en fait une idée du tarif qu'ils paieront le médicament. Donc on a deux situations difficiles, le culturel et le prix. D'accord. Qui veut intervenir? Personne n'a... Oui, Philippe? Oui, Antoine? Philippe et Antoine? Non, mais je pense, Guy, d'abord que tu as absolument raison. Les pays de l'Union, s'ils veulent profiter pleinement de l'Union européenne, doivent homogénéiser leurs pratiques, leur législation. Mais on voit qu'en pratique, ils utilisent souvent beaucoup de biais pour échapper à l'homogénéisation du droit et à son application. On l'a vu par exemple sur les essais cliniques. Directive de 2001 qui conduit en réalité à une continuité de fragmentation du droit européen, c'est-à-dire qu'il y a une directive en 2001, mais les États membres continuent à faire leur truc dans leur coin. Et on se retrouve, par exemple, je me souviens, en Italie, il y avait 250 CPP. C'était un truc absolument fou. Donc finalement, on décide de faire un règlement en 2014, puisque le règlement, comme vous le savez, par rapport à la directive, c'est d'application immédiate, sans possibilité d'interprétation dans le droit national. Et donc, moi, je crois qu'une des grandes réflexions que nous devons avoir au niveau européen, franchement, quand Véronique Triet-Lenoir dit que je suis eurosceptique, s'il y en a un qui n'est pas eurosceptique, c'est moi. Moi, je crois au contraire, notre avenir, c'est dans une union beaucoup plus intégrée. Moi, je pense que la réflexion globale doit être moins de directives, plus de règlements, pour contraindre les États membres à entrer dans un cadre, en réalité, dans lequel ils prétendent vouloir entrer, mais en pratique, ils fuient en permanence. Les États membres, en permanence, essayent d'échapper à leurs obligations européennes. Donc, pour les contraindre, il faut peu à peu passer des directives au règlement, parce que là, enfin, on est dans du droit contraignant. Et on le voit sur le règlement sur les essais cliniques, eh bien, plus personne ne peut s'échapper, c'est très bien. Très bien. Antoine Flahault et Véronique Triet-Lenoir. Antoine? Oui, merci d'avoir parlé de ces histoires de gaspillage. Pourquoi c'est très important? C'est parce qu'il y a eu un sondage mené par l'OCDE. Les Français, mais en réalité tous les Européens, ne sont pas favorables à une refonte de leur système de santé. Donc l'idée... Les gens sont attachés à leur système de santé, en particulier en Europe. La protection sociale en Europe, elle a quand même franchement montré son efficacité. On parlait d'espérance de vie.
tout à l'heure. En revanche, si les gens ne sont pas d'accord de refondre leur système de santé, ce que l'on peut faire, c'est essayer de l'améliorer. Et cette histoire de gaspillage qui est colossale, 20% des dépenses de santé, c'est absolument colossal, tu le rappelais tout à l'heure devant le ministre de la Santé. Le côté sympathique, si je puis dire, de ce gaspillage, c'est que tout le monde doit balayer devant sa porte. Les coûts de gestion, par exemple, représentent une partie des gaspillages. Je parlais tout à l'heure de la Suède, qui n'est absolument pas paternaliste, hein, entre guillemets. Vous pouvez voir que le confinement, il aurait mieux valu être suédois au moment du confinement que d'être français, en termes de liberté individuelle, je peux le dire. Mais les coûts de gestion sont inférieurs à 2% des dépenses de santé en Suède et plus supérieurs à 6%, 3 fois supérieurs en France. Il faut quand même se poser des questions. Si vous regardez les médicaments, le médicament, c'est 697 euros par habitant en France, c'est 466 en Hollande, aux Pays-Bas. Donc il y a aussi, dans un même espace économique, alors qu'il y a une seule agence du médicament, il y a des coûts du médicament qui sont très 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 différents. Et puis, il y a les fameux soins non nécessaires. Et là, les médecins, et il y a pas mal de médecins qui viennent à Cham, et qui s'en occupent, les médecins peuvent un peu balayer devant leur porte. Il y a un très grand nombre de procédures médicales inutiles qui représentent des gaspillages, qui sont ou bien des redondances, ou bien des soins inutiles, voire dangereux. On pourra d'ailleurs, de façon très intéressante, analyser un petit peu l'impact des non-soins dus au confinement, de façon, peut-être avec notre collègue économiste, a peut-être un avis sur cette question, mais il semble aussi, peut-être même, qu'en termes de morbidité et de mortalité, on ait pu gagner à avoir moins de soins pendant le confinement. Et c'est une question que les médecins devraient regarder de face, avec peut-être une expertise indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire indépendante? Ça veut dire que les gens qui s'intéresseraient à une spécialité devraient être des gens qui ne sont pas de cette spécialité. Parce que quand on est d'une spécialité, on défend le plus souvent les soins dans sa propre spécialité. Enfin voilà, je m'arrête là, mais je pense qu'il y a du travail à faire sur ces gaspillages qui sont absolument colossaux avant de demander d'augmenter les dépenses en matière de santé, en particulier en matière d'hospitalisation. C'est vrai qu'on a vu qu'à l'occasion de la pandémie, il semblerait qu'il y ait eu 33% d'infarctus de moins en France, hein, parce que les gens étaient confinés, étaient moins dans le stress d'une certaine façon, moins à courir, et 50% d'accouchements prématurés en moins. Véronique Triet-Lenoir, vous voulez dire quelque chose? Pour revenir à l'Europe, chacun sa focale, et pour dire que de ce qu'on vient d'entendre et des choses extraordinairement justes ont été dites, le maître mot à retenir, c'est celui d'évaluation. Vous avez tous insisté sur la nécessité absolue de tendre vers l'harmonisation de l'évaluation des performances des médicaments qui conduira probablement à aller vers une harmonisation de leur prix, je l'espère. Au-delà du médicament, les soins en général. Nous devrions pouvoir, Nathalie Paulin-Austerlé et moi, profiter du plan cancer pour faire valoir l'importance pour l'Union européenne d'avoir non seulement des recommandations qui sont variablement appliquées et jamais évaluées, en allant vers une assurance qualité et en établissant sur le modèle de ce qui a été fait en France, des critères qui permettraient non pas d'autoriser, mais de recommander que certains établissements s'occupent plutôt que d'autres de chirurgie du cancer, par exemple. C'est un problème majeur et c'est un problème d'inégalité majeure dans l'Union européenne. Et puis au-delà des soins, j'aimerais bien qu'on parle de santé publique. J'aimerais bien qu'on dise, et la personne qui est dans le studio l'a déjà dit à plusieurs reprises, à quel point, là encore, sur ces aspects de promotion de la santé et de prévention, nous avons besoin d'une échelle européenne. Et là, contrairement aux deux sujets précédents, le médicament et l'assurance qualité, dans le benchmark européen, la France n'est pas bon élève. Autant la Roumanie aurait intérêt à s'inspirer de nos systèmes de soins, autant un certain nombre de pays du Sud pourraient s'inspirer de notre qualité en chirurgie, autant nous pourrions nous inspirer des pays d'Europe du Nord pour ce qui concerne la santé publique, nous qui sommes dans un système totalement hospitalo-centré et qui renforce actuellement cet hospitalocentrisme. Donc l'Union européenne, comme structure
capable d'évaluer. Et pour être capable d'évaluer, il faut qu'elle ait des agences qui en aient les missions et le droit, c'est-à-dire que les États membres leur confèrent ces missions et ce droit. Tout à fait. Le ministre nous a dit que tout le monde était d'accord quand on est à la table pour évaluer, mais dès qu'on rentre dans le concret, plus personne ne veut, on trouve toujours des excuses. Alors que mes collègues du National Hospital de Glasgow, mes collègues orthopédistes, ont tous les 3 mois le taux de décèlement de leur prothèse de hanche, le taux d'infection nosocomiale de leur prothèse de hanche. Et on pourrait avoir des items extrêmement simples sortis des données numérisées que nous avons colligées à milliards, plus un interrogatoire qui serait fait par les malades, que l'on envoie à domicile par email. Enfin, il y a des choses extrêmement simples à réaliser. En 40 ans de chirurgie, je n'ai jamais été évalué. C'est un scandale. Nous sommes le seul métier, la médecine, on ne regarde pas ce qu'on fait. La seule évaluation, elle a été faite par l'Europe. J'étais membre de l'ERTC, la European Organization of Research and Treatment of Cancer, et j'ai reçu une lettre me disant « Est-ce qu'on peut venir t'évaluer dans 1 mois ?» J'ai reçu donc un collègue hollandais, un collègue allemand, qui ont tiré au sort 3 dossiers, on les a mis dans un bureau, 2 heures après, il revient en disant « Voilà, là tu es dans les clous, là c'est bien, là c'est moins bien ». J'ai trouvé ça tout à fait normal, parce que dès qu'on est en dessous du niveau moyen, on s'améliore systématiquement. Il n'y a même pas besoin de sanctions. Automatiquement, on veut rentrer, revenir dans le troupeau. François Krabanski, un mot sur le sujet. C'est très intéressant cette approche-là, parce qu'en effet, c'est vraiment l'approche d'évaluation et par objectif. Et contrairement à ce qu'il y a des choses qui m'irritent un petit peu quand j'entends parler de contraintes, ce qui justement aujourd'hui nous pénalise énormément. Donc quand on marche par objectif, c'est un peu une forme de stratégie. On vous dit, essayez d'atteindre tel type d'objectif en termes de, ça peut être très concret, en termes de protocole de chirurgie, et puis on vous évalue, et puis on vous dit, vous avez atteint ou non tel ou tel objectif, et si ce n'est pas le cas, comment faire pour s'améliorer. Mais vous l'avez dit vous-même, vous allez vous-même avoir envie de toute façon atteindre vos objectifs. Donc c'est plutôt des systèmes incitatifs. Voilà, moi je suis plutôt sur ces systèmes-là. On va inciter les gens à s'améliorer par eux-mêmes, de façon autonome, en faisant un minimum confiance, en fixant des objectifs et en évaluant dans un second temps. Plutôt que de contraindre en mettant des règles très carrées, dans lesquelles les différents protagonistes ne pourront pas forcément s'insérer, et du coup, soit ils le feront, soit ils ne le feront pas. D'accord. Philippe et Sandy ensuite. Guy, tu as absolument raison. Une des difficultés que nous avons avant de passer une évaluation européenne qui serait indispensable, tu as raison, ce serait que déjà notre évaluation au plan national soit une évaluation pertinente. Je m'explique. La plupart du temps, dans les établissements hospitaliers, nous sommes évalués sur, non pas des résultats, mais des moyens. Oui. On vous demande, est-ce que vous avez mis tel ou tel moyen à disposition pour faire telle ou telle pratique, mais jamais sur le résultat. Prenons un exemple, moi qui suis urgentiste. Je rêve que partout en France, il y a un indicateur extrêmement simple. En cas de fracture du col du fémur, comme vous le savez, au-delà de 48 heures, si on attend 48 heures pour intervenir, il y a une surmortalité, une surmorbidité, donc c'est bien montré dans la littérature. Il suffirait simplement de publier le délai entre la chute et le bloc opératoire dans toutes les urgences de France. Tu as raison, absolument pas de conséquences, pas de sanctions. Simplement, moi je crois que la transparence du résultat suffit à augmenter la qualité des soins. Oui. Mais on ne nous juge jamais sur les résultats, on ne nous juge que sur les moyens. Et c'est ça le vrai sujet. Sandy ? Oui, j'espère que la connexion fonctionne bien. Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est en fait du schéma. C'est les moyens jusqu'aux résultats. Et que quelquefois, se fixer des objectifs peut être en fait un petit peu contre-productif. Puisqu'on va se concentrer seulement sur ces objectifs-là et pas sur le reste. D'accord, d'accord. Alors, un autre sujet est celui de l'idée d'avoir un dossier médical personnel européen, parce que chaque pays a son dossier, qui n'est pas forcément compatible avec l'autre. Pourquoi nous avons en France la carte Vitale? Moi, je rêve d'avoir la carte Vézal. Voilà, Andreas Vézal, le plus grand médecin de la Renaissance, né à Bruxelles, justement, donc une icône, et qui a soigné le roi Henri II, qui avait reçu une lance lors d'un tournoi à Paris, et qui en est mort 10 jours après. Lui et Ambroise Paré ont tenté de sauver le roi. Donc pourquoi ne pas aller directement à un dossier, alors que nous nous baladons sans cesse pour des raisons familiales, des raisons professionnelles et de loisirs dans les pays membres?
pourquoi ne pas aller à un dossier tout de suite au lieu de le faire national? Oui, Philippe. En 2011, moi j'ai participé au vote de la directive européenne sur le droit des malades. Directive européenne sur le droit des malades 2011. À l'époque, personne n'a voulu de ce dossier. Évidemment, il était logique d'aboutir à des dossiers communs, puisque justement, on donnait le droit aux malades de se faire soigner indistinctement d'un côté ou de l'autre de la frontière. C'était ça l'objet général de la directive. Donc logiquement, il fallait aboutir à un dossier commun. Eh bien, personne n'en a voulu. Aucun État membre n'en a voulu. C'est ça la réalité. Qui peut intervenir d'autre là-dessus? Est-ce que nos deux députées européennes seraient d'accord pour pousser les feux? Je veux bien intervenir pour dire que non seulement nous sommes d'accord, mais sans vouloir dévoiler de secret, c'est clairement une option qui va émerger du document parlementaire sur le budget santé. Alors j'entends bien, Monsieur Juvin, que le Parlement ne peut pas tout, mais en tout cas, il prend l'initiative de proposer un dossier médical européen et j'ai des raisons de penser qu'il pourrait être suivi. 2 remarques. Premièrement, ça, c'est pas facile. Parce que oui, Guy, la carte vitale, oui, Monsieur Bézal, mais globalement, on voit bien que très peu de pays ont réussi à le faire à l'échelle nationale. Je crois qu'en dehors de l'Estonie, la plupart des pays européens sont en difficulté. Ça n'est pas une raison pour ne pas le faire. Et deuxième remarque, si on le fait, c'est probablement en commençant par les zones transfrontalières qu'on y arrivera le mieux, parce que vouloir rêver d'un dossier médical européen à l'échelle des 27 actuellement, alors pour une fois, ça me paraît utopiste. En revanche, travailler par secteur, travailler par exemple pour la France avec ses grands frontaliers, serait probablement une bonne manière de démarrer. Et c'est essentiel, non seulement parce que les patients se déplacent, ce qui concerne quand même beaucoup de happy few. La plupart des patients atteints de maladies chroniques n'ont pas beaucoup l'occasion ni de se déplacer, ni même d'aller chercher des avis ailleurs. Par contre, ce serait l'occasion de développer un autre dispositif européen qui est celui des réseaux européens de référence, qui, par l'intermédiaire d'outils comme la télémédecine, pourrait permettre du partage d'expertise, de compétences et d'expérience entre les professionnels de santé et de permettre à certains patients, ça se fait déjà beaucoup en cancérologie, porteurs de pathologies rares ou complexes, de ne pas forcément se déplacer pour avoir des avis médicaux, des compétences médicales, éventuellement l'accès à des infrastructures très performantes pour améliorer la qualité des soins. Donc c'est essentiel, mais ça, à mon avis, it's a long way. Mais pourtant, on a un commissaire, Thierry Breton, le commissaire au grand marché intérieur, qui, ancien PDG d'Atos, connaît bien le numérique. Donc je sais qu'il serait très favorable. Pourquoi on ne pousse pas? Enfin, je veux dire, dans un tas d'autres domaines, on a du numérique comme on veut tous les jours pour jouer sur les consoles vidéo, échanger entre nous. Et pour la santé, on est des nuls. Mais des nuls. C'est pas possible. Antoine, pardon. On n'est pas tout à fait des nuls, mais c'est un vrai sujet. C'est magnifique que Thierry Breton pousse de cette manière-là et nous ne le lâcherons pas sur ce sujet. Je connais un peu peu, me semble-t-il, comme un certain nombre d'entre vous, la difficulté de la communauté soignante à changer des habitudes de pratique. Nous nous y heurtons depuis longtemps en France. Nous ne sommes pas bons en France sur ce sujet-là. Il y a d'autres pays qui avancent plus vite que nous. Essayons de nous en inspirer. D'accord. Antoine Flao. Oui, je crois que Guy, tu as dit le mot qui me semble important, c'est-à-dire qu'il faut sortir du secteur de la santé pour résoudre ce problème. On n'y arrive pas dans le secteur de la santé, et je pense qu'il y a un secteur qui devrait être notre guide, c'est le secteur bancaire. Dans le fond, les données qui sont véhiculées sur nos cartes bancaires, qui véhiculent d'ailleurs tous nos comptes bancaires, sont très sensibles, et elles sont extrêmement peu violées. On a très peu de notifications de problèmes de ce côté-là. Il y en a bien sûr, mais il y en aura aussi avec les données de santé. Je pense que c'est totalement interopérable, où que vous soyez dans le monde. Il ne faut même pas viser l'Europe. C'est quelque chose qui est... Si on confiait
nos données de santé au secteur bancaire aujourd'hui, on a une ligne. Ce n'est pas des transactions, mais on aurait une ligne à chaque fois qu'on aurait une visite médicale, un contact médical, une radiographie ou un examen clinique. Ce serait exactement... je pense que ce serait du copier-coller. J'exagère un petit peu parce que les banques ne sont pas des hôpitaux, que les transactions... Mais dans le fond, ce sont des établissements différents, des modèles différents. Certains sont étatiques, d'autres sont privés, certains sont internationaux, d'autres sont des banques locales. Et partout où vous allez, votre carte de crédit, elle vous permet de tirer de l'argent dans n'importe quelle monnaie, de faire des transactions, de faire des virements aux uns, aux autres, que tout cela est assez bien régulé, tout cela est en pleine confidentialité, et je pense qu'il faut sortir du secteur de la santé. Nous n'y arrivons pas, il faut en tenir compte, en prendre les leçons et regarder les secteurs qui fonctionnent. Alors, je te prends au mot, Antoine. On va aller voir le patron de Banco Italia, celui de Deutsche Bank et le troisième de la BNP, et on va leur dire, donnez-nous le secret de votre réussite. Tu as raison, il faut le faire. Je suis complètement d'accord. Oui, on va lever le secret bancaire. Oui, Sandy Tubeuf voulait intervenir. Oui, je pense qu'en fait, ce que dit Antoine est tout à fait vrai. C'est que par exemple dans la banque ou même dans d'autres domaines, on a été beaucoup plus capable en fait d'automatiser en fait un système où on passe l'information. Mais selon moi, le dossier patient en fait qui pourrait le suivre dans tous les pays où il va, est très lié à l'aspect de l'inspection dont on parlait tout à l'heure. Il faut aussi que les soignants, finalement, se fassent à l'idée qu'à un moment donné, ils vont soigner quelqu'un qui pourra en fait aller voir quelqu'un d'autre qui aura toute cette information. Et je pense qu'en fait, c'est là qu'elle est la difficulté. C'est d'accepter aussi que le dossier patient puisse être consulté par chacun et avoir toute l'information. À nouveau, je vous le dis, moi j'ai vécu dans 3 pays différents. J'ai eu beaucoup de mal à chaque fois à faire passer mes dossiers patients, voire même en fait, au sein même du pays lui-même, en fait, d'aller d'un spécialiste à un autre, on n'a pas toute l'information. Et donc, je pense que c'est complètement une culture, en fait, qu'il faut changer. Mais il y a des vrais gains d'efficience. Il y a des gains, en fait, vraiment potentiels pour notre budget de la santé qui ne sont pas négligeables. Et donc, chercher, en fait, l'efficience, chercher à avoir un système de santé qui coûte moins cher, c'est aussi faciliter ce genre de technique, en fait. François Krabanski et ensuite Nathalie Colin-Esterlé. François Krabanski. Oui, merci. Alors, il y a 2 sujets parce que la carte vitale, elle permettrait d'enregistrer les soins ou ce dont on bénéficie dans les différents pays européens. Il y a quand même une question de remboursement. C'est-à-dire, est-ce qu'on utilise sa carte vitale pour se faire rembourser les soins? Dans ce cas, il y a le contrôle des prix. Si on va dans un pays où ce n'est pas du tout les mêmes prix qui sont pratiqués en France, voilà, comment est informée la personne? Donc, il y a un sujet de remboursement des soins d'un côté. De l'autre, par contre, sur le dossier médical partagé européen, alors là, moi, je suis à 100% pour et je partage. Non seulement un gain d'efficience, mais en plus pour le patient de se dire je vais dans n'importe quel hôpital, il m'arrive quelque chose, il y a déjà tous les antécédents. Et pour avoir été étudiant quand même pendant un temps, récupérer les antécédents, les traitements, c'est sacrément compliqué auprès d'un patient et souvent il en manque beaucoup. Donc ce serait vraiment une gage de qualité. Et en plus de ça, ça permettrait de vraiment rassembler les données. Ce qu'on essaie de faire en France avec le Health Data Hub, on a énormément de données grâce à la sécurité sociale. On va en parler, ça, oui. Très bien. Au niveau européen, si on avait cette puissance-là d'avoir toutes les données en termes de recherche, en termes de proposition de services, et puis aussi en termes de gestion des données de santé pour faire face, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas pour se mettre au même degré de puissance d'analyse que des entreprises, il faut le dire, ce serait un atout formidable. D'accord. Nathalie Colin-Esterlé. Oui, sur ce dossier médical européen partagé, on est tous d'accord. Hein, bien sûr que ce serait un progrès énorme. On se heurte évidemment au problème de la protection des données personnelles, particulièrement sensibles. On n'entend plus. On ne vous entend plus. Allô? Oui, on n'entend plus Nathalie Colin-Esterlé. On va revenir vers vous. Vous m'entendez? Voilà, ça y est, oui, vous pouvez. Oui, voilà. Je disais donc que sur ce dossier médical européen partagé, on en est tous d'accord, ce sera un progrès formidable. On se heurte évidemment au problème de la protection des données personnelles particulièrement sensibles en matière de santé. Mais c'est vrai que la région, on le disait tout à l'heure, Véronique Trier-Lenord le disait, c'est très compliqué à mettre en place dans les 27 États membres, mais en tout cas la région Grand Est pourrait être une région expérimentale et une région test puisque nous sommes vraiment une région frontalière et qui expérimente déjà pas mal de choses. Donc je pense qu'il faudrait que nous soyons vraiment à la région test sur ce sujet. Je voulais revenir sur l'évaluation des technologies de santé.
je vous rappelle quand même qu'il y a un règlement qui aujourd'hui est bloqué au Conseil sur l'évaluation des technologies de santé, parce que justement, notamment la France et l'Allemagne considèrent que nous avons les meilleurs systèmes d'évaluation et ne veulent pas de mutualisation sur ce sujet. Donc voilà, il y a des choses qui se font. Philippe Juvin, là-dessus, et sur bien d'autres choses, a tout à fait raison. Il faut aussi qu'il y ait un peu de contraintes à l'égard des États membres, parce qu'effectivement, sinon on se retrouve dans des situations de blocage comme celle que l'on connaît sur cette évaluation des technologies de santé. D'accord. Philippe? Deux choses sur ce qu'a dit Antoine, il a raison, il faut aller voir ailleurs. C'est vrai pour le groupe bancaire, mais un autre sujet, moi qui, encore une fois, je vous ai dit que j'étais urgentiste, je passe la moitié de mon temps, voire plus, à chercher des lits pour les patients quand je suis à l'hôpital. Je ne comprends toujours pas pourquoi on n'est pas allé voir les grands groupes industriels hôteliers qui savent gérer des lits, et on a l'impression qu'à l'hôpital, on court après des techniques qui en fait sont découvertes depuis des années par des gens dont c'est le métier. Ça c'est absolument fondamental. Sur la question transfrontalière, ça serait une piste pour commencer. En Europe, il y a 220 millions de personnes qui travaillent. On considère qu'il y a un petit peu moins de 1%, donc ça fait quand même plus de 2 millions de gens qui passent d'une région nationale à une autre région d'un autre pays. Donc ça pourrait être un début de commencement d'évaluation. Mais il est vrai qu'il est absolument ahurissant que toutes les données de l'assurance maladie ne soient pas mieux utilisées. Ça, je n'ai jamais compris cette affaire-là. Et il y a un point que nous devons avoir en tête, c'est si nos institutions nationales respectives ne se mettent pas à mieux travailler ces dossiers médicaux partagés, il y a un moment où des opérateurs privés qui peut-être ne s'encombreront de moins de prérequis en matière de protection des données s'en saisiront. On le voit déjà, quand vous avez une maladie, il y a des sites où on vous demande de vous inscrire et ça vous donne la possibilité d'avoir accès à des forums de discussion sur les gens qui ont avec des gens qui ont les mêmes maladies chroniques, etc., etc. Ce sont des aspirateurs à données. Et moi, ma crainte, c'est si on ne se saisit pas de cette affaire, quelqu'un d'autre va le faire, et peut-être moins sérieusement. D'accord. Alors, lançons ensemble l'espace Vésal pour les transfrontaliers en expérimentation avant de passer à l'espace Vésal des États membres qui seraient d'accord de jouer ensemble. Autre question, on parle de relocalisation de la production, ce sera l'objet d'une autre table ronde demain, mais j'aimerais beaucoup l'avis notamment de Nathalie Colin-Sterlet qui a rédigé un rapport pour le Parlement sur le sujet, et puis l'intervention de vous tous ensuite. Nathalie, voulez-vous nous dire deux mots sur le rapport que vous avez fait? Oui, la relocalisation, on voit bien hein, que ça a été une des causes également de la pénurie qui n'est pas nouvelle, hein, mais qui s'est évidemment amplifiée avec la crise que l'on connaît. Ces pénuries, donc, on le sait, elles se sont multipliées par 20 entre 2000 et 2018, et une des causes principales, effectivement, c'est la délocalisation de la production de substances actives et de médicaments finis. Alors, on en parle beaucoup, c'est vrai qu'on parle beaucoup de relocalisation, ça dépasse vraiment le cadre national. La souveraineté, je le redis, elle ne peut être qu'européenne, elle ne sera pas nationale, et il faut effectivement autoriser les aides d'État et les incitations financières et fiscales pour les industries qui vont produire de la molécule jusqu'au conditionnement et établir. Madame la députée a disparu, elle va revenir. Qui veut intervenir d'autre sur le sujet? Oui, Philippe? Oui, alors deux choses. Si les entreprises délocalisent, c'est que malheureusement, on leur a donné des raisons de le faire, et il faut analyser ces raisons. La question des coûts de production, je sais que le Premier ministre Jean Castex a de grands projets pour diminuer les coûts de production, il a raison, mais il y a 1000 choses qui sont des facteurs nationaux qui font que les gens partent. Et donc, il ne sert à rien de sauter comme un cabri sur une table en disant relocalisation, relocalisation. Le vrai sujet, c'est machine arrière. Deuxièmement, prenons l'exemple du médicament. Il y a d'autres sujets qui sont très catégoriels. En Europe, on n'inclut plus de patients dans les essais cliniques. Enfin, on n'inclut plus. On inclut beaucoup moins qu'on incluait il y a 10 ans. Il y a eu... pourquoi? Parce qu'en fait, on n'inclut pas assez vite. Et les grands essais cliniques sont faits de plus en plus en Asie. On a une diminution de 25% des inclusions
entre 2014 et 2016, c'est le chiffre que j'ai en tête, mais il y en a sûrement d'autres. Donc on a un vrai sujet également spécifique aux industries de santé qui est plurifactoriel, mais qui va jusqu'aux essais cliniques et à notre capacité d'agilité. Le sujet, je crois, c'est que nous avons des sociétés qui sont moins agiles et qui sont moins capables de s'adapter à des besoins que l'industrie nous exprime. Moi, j'ai été frappé, comme je fais de la politique depuis longtemps, malheureusement, j'ai vu des trucs passer, mais il y a 10 ans, on expliquait déjà que l'industrie pharmaceutique quitterait la France parce que si la priorité, c'était de faire revenir la R&D. Et on s'aperçoit qu'en réalité, on n'y est pas arrivé pour toutes les raisons que j'ai dites. Donc le sujet, il est éminemment national, je crois. D'accord. Antoine, Sandy Tubeuf et Véronique Trier-Lenoir dans l'ordre. Antoine Flao, oui, vous allez pouvoir parler. Oui, merci. Il nous reste 3 minutes et demie. Juste pour dire que 80%, plus de 80% des antibiotiques aujourd'hui sont produits par la Chine. Je pense que l'Europe, les États-Unis commettent une certaine imprudence aujourd'hui à confier des productions entières, quasi entières, en monopole à un seul pays. Même les génériques de l'Inde sont approvisionnés en substances actives par la Chine. Donc si, pour une raison ou pour une autre, la Chine décide de couper son approvisionnement, nous serions en très grande difficulté. Aujourd'hui, il n'est pas tellement question de relocaliser en France ou aux États-Unis ce type de production, ce serait trop coûteux. Mais je pense qu'il faudrait les diversifier, qu'il y a d'autres pays, la Malaisie, le Vietnam, la Thaïlande, qui seraient disposés, qui en auraient les capacités. Et je pense que c'est plutôt vers ce type de diversification qu'il faut réfléchir aujourd'hui, plutôt qu'à imaginer une relocalisation de fabrication de substances actives sur le territoire national, qui, à mon avis, serait trop coûteux avec des systèmes de santé qui déjà sont un petit peu en tension aujourd'hui. Oui. Sandy Tubeuf. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Antoine. En fait, la vraie question, c'est pas de se dire est-ce qu'aujourd'hui on peut produire dans nos pays, parce que ce sera beaucoup trop difficile en fait de le faire et ce sera trop coûteux et personne voudra s'y coller de toute façon. Par contre, effectivement, une diversification est nécessaire. On a vécu une pénurie durant la situation du coronavirus, mais en fait, elle existait depuis bien longtemps sur beaucoup d'autres types de médicaments, voire même d'autres types de devices en fait. Et donc moi, je pense qu'il y a une nécessité en fait de réfléchir à nouveau à la façon dont on veut fournir du soin. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi dans les maladies rares et par exemple ces traitements en fait qui coûtent très cher aussi, et donc il y a une vraie réflexion sur le prix à la fois pour continuer à inciter la recherche et le développement sans empêcher en fait la recherche et le développement, parce que si on paye pas en fait un tarif qu'on sent nécessaire pour faire du profit, l'industrie ne voudra plus le faire. Mais par contre, il faut être sur des tarifs justes aussi, où les patients peuvent avoir accès à ces fameux médicaments qui arrivent sur le marché et qui pour autant en fait sont beaucoup trop coûteux. Donc on a une vraie réflexion en fait sur recherche et développement, localisation en fait de cette recherche et accès en fait pour les patients. Très bien. Véronique, vous vouliez intervenir ? Oui, merci beaucoup. Et je vais me permettre de dire à la place de Nathalie Colin-Austerlet, qui nous a malheureusement quittés, ce qu'on partage toutes les deux. Très rapidement, non, la relocalisation éventuelle ne réglera pas tous les problèmes. Mais si on veut la faire, il faut diversifier les moyens de la faire. Il faut essayer d'aller vers des aides d'État pour inciter des industriels de la santé à revenir sur le sol européen. Il faut, et elle l'a dit tout à l'heure, permettre aux établissements publics de santé de reprendre un certain nombre de mécanismes de fabrication qu'ils avaient antérieurement. Et puis, je finis par là. Guy, vous avez prononcé tout à l'heure le mot de BARDA. Ça n'est pas une nouvelle agence sanitaire. C'est un projet de partenariat public-privé sur le modèle qui se fait actuellement sur les vaccins, où la Commission et les États membres veulent partager des prises de risques financiers et juridiques avec des industriels de santé pour les inciter non seulement à rapatrier de la production, ce qui est compliqué, mais aussi à maintenir la recherche et le développement sur le territoire européen. Je n'ai pas tout dit, mais voilà les grandes lignes de ce que portent nos propositions communes avec Nathalie Colin-Austerlet. Merci beaucoup à toutes et à tous pour cet excellent débat. Et nous nous retrouvons dans un quart d'heure à 10h45 après une pause pour le thème « L'hôpital libéré ». Point d'interrogation. Merci encore à vous tous. Merci.